quand on annonce une nouvelle difficile à un établissement. C'est pas forcément pour autant qu'on fait de la formation, mais il y a une pédagogie à penser dans une annonce ou dans un processus. Et donc, cette question de la pédagogie, elle va de nouveau élargir notre prisme au-delà de la question de la formation. Mais c'est vrai que, vous l'avez dit, on l'a dit à plusieurs reprises hier, cette question de la formation, c'est quand même une question centrale pour nos réseaux de tutelle. Et si, comme l'un des groupes, je crois que c'était celui de Shaina, relevait à juste titre que comme délégué de tutelle ou comme autorité de tutelle, nous ne sommes pas responsables de formation, ça c'est très clair. On ne peut pas confondre les missions. Cependant, la tutelle, et je vais y revenir tout de suite, de par sa mission, doit avoir le souci d'un plan de formation, d'un projet de formation pour son réseau. Et c'est dans ce sens-là qu'on va d'abord aborder la question ce matin, en voyant un peu comment ça s'articule avec ce qu'on a fait hier. Pour ça, je vais partager mon écran. Et ça va permettre aussi à celles qui n'étaient pas là hier matin, je vais juste reprendre une diapo d'hier matin, mais ça permettra de raccrocher aussi. Donc finalement, la manière dont on va traiter la question, c'est la formation, un outil au service de la vie du charisme. On est bien dans la lignée des apports, surtout d'hier matin, sur le charisme, les sources, etc. Et je voulais vous rappeler cette diapo qui correspondait au court temps de travail en réseau qu'on a eu hier matin, qui était de se demander, à partir des sources dont aujourd'hui nous disposons, des sources que j'ai eu l'occasion de consulter ou de travailler, est-ce que je peux déjà dire quelques mots de la spiritualité du fondateur? Est-ce que je peux dire quelques mots de la vision de la personne, du monde de l'éducateur? Est-ce que je peux dire quelques mots des valeurs fondamentales qui émanent de cette expérience du fondateur? Et est-ce que je peux dire quelques mots des postures à privilégier dans mon réseau, dans le réseau, à partir de cette figure du fondateur ou de l'histoire de la fondation? À chaque fois, je ne vais pas faire la liste, mais vous savez désormais que quand je dis fondateur ou fondation, c'est les sources au sens large telles qu'on les a évoquées hier matin. J'avais envie de dire que cette diapo-là, c'est le préalable à tout plan de formation, finalement, pour nous, tutelle. Dans le sens que c'est le préalable d'abord à notre formation personnelle. C'est-à-dire que mon plan de formation personnelle, une fois que j'ai fait la formation des délégués de tutelle ou des autorités de tutelle, etc., ça va être en permanence de me former aux sources du réseau pour pouvoir répondre de plus en plus à ces questions-là. Et vous voyez bien que ça, c'est un chemin de recherche continue. Tout ce qu'on disait hier matin est encore vrai. Donc, c'est le préalable d'une formation personnelle, ou c'est l'accompagnement d'une formation personnelle. C'est aussi le préalable d'une formation de l'équipe de tutelle. Je ne sais plus si c'est Jean-Jacques ou Michel, je crois que c'est Michel, mais je ne suis pas sûre, hier, qui disait qu'il y a une manière de vivre la gouvernance de la tutelle qui dit quelque chose du charisme fondateur. Et donc, finalement, une fois qu'on aura un peu travaillé ces questions-là, sachant qu'on les travaille toujours en permanence, mais il y a quand même des données de base sur lesquelles on peut s'appuyer, ces questions-là, elles devraient me conduire à m'interroger sur comment est-ce que nous, membres de l'équipe de tutelle, nous allons exercer notre responsabilité en référence à ces postures. Je donne un exemple. Si je suis dans le réseau jésuite,
et que j'ai identifié que le discernement, à partir d'un travail de liberté intérieure, est important, à la lumière de l'Évangile, euh, je vais pouvoir m'interroger sur quelles sont les instances de discernement dans mon réseau. Est-ce qu'on prend le temps du discernement? Parce que si c'est une valeur importante et que l'équipe du tutelle décide très vite ou dans un appartement à deux, dans une petite pièce à deux, sans faire un discernement qui prend du temps et qui se laisse éclairer, l'équipe de tutelle, c'est un exemple complètement fictif, hein, Christophe, l'équipe de tutelle va être en incohérence avec une des valeurs qui fondent son projet. Si je suis dans le réseau méricien et que j'affiche sur tous les frontons de mes établissements le mot insieme, qui veut dire ensemble en italien, et que je mets en valeur la collaboration, et que mon équipe de tutelle se résume à une personne, il y a quelque chose qui est en équation avec le projet d'origine. Voilà, je peux en donner plein. Hein. Si je suis à l'assomption que j'affirme qu'une des caractéristiques de Marie-Eugénie, c'est la grâce particulière de chaque personne, hein, et que dans toutes mes formations, tout ce que je fais, c'est de l'uniformation, que je veux que tout le monde se ressemble, je suis en adéquation avec mon charisme d'origine. Et donc, c'est le préalable d'une formation de la tutelle elle-même, des membres qui sont engagés plus spécialement dans l'exercice de la tutelle, parce que cela va demander qu'on traduise ces postures, ces valeurs, en manière d'être et en manière de faire très spécifiques. Et souvent, c'est le moment où on passe à un grand réalisme et où ça devient moins marrant. Parce que vous ferez l'expérience, mais quand on partage nos valeurs, nos postures, notre vision du monde, en général, tout le monde est d'accord. Parce que c'est toujours des valeurs très positives. Mais quand doit commencer le travail où ces valeurs vont me transformer, hein, vous vous souvenez du se laisser transformer d'hier, hein, c'est-à-dire que quand je vais devoir agir au nom de ces valeurs, pas forcément comme ma tendance spontanée le ferait, ou alors comme parfois mon égoïsme spontané le ferait, parce qu'on n'y échappe pas, hein, et qu'il va falloir que je fasse ce travail de me laisser transformer dans ma manière de faire par ces valeurs, là, les valeurs restent toujours très belles, mais le travail devient plus ardu. Et c'est pourtant bien un travail qu'il faut mener au plan personnel et au plan de l'équipe de tutelle. Et bien sûr, c'est le préalable d'un plan de formation pour l'ensemble du réseau, puisque comme tutelle, la formation que je dois garantir, c'est bien la formation qui va permettre aux gens de passer de cette vision-là à une manière d'être et d'agir dans les établissements. Ce qui n'exclut pas, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, que je dois aussi être attentif au fait que dans les établissements, il y a une politique de formation générale qui fait partie de la promotion des personnes et de l'attention à la personne, qui n'est pas en question, mais qui n'est pas mon sujet aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein, là, j'entre par l'angle de la tutelle. Derrière ça, il y a aussi une question dont on a très peu parlé hier, mais qui me semble fondamentale, qui est de dire, si je suis dans une équipe de tutelle et que j'ai une responsabilité dans la tutelle, une de mes missions, c'est de permettre que chaque personne, là où elle est dans le réseau, c'est-à-dire partout potentiellement, puisse exercer pleinement sa responsabilité à la lumière de ce charisme. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas moi qui vais tout décider dans le réseau. Puisqu'un professeur de maths, il sera dans sa classe de professeur de maths, un directeur adjoint sera dans sa classe de directeur adjoint, une équipe éducative sera dans sa réunion d'équipe éducative. Mais par contre, ce dont je suis responsable, c'est de donner à toutes ces personnes les éléments pour pouvoir prendre des décisions au quotidien éclairées par ces valeurs. Et ça s'appelle de la délégation, ça s'appelle le principe de subsidiarité, ça s'appelle du leadership partagé.
j'ai pas mal réfléchi à ces questions-là, à la fois dans le réseau de la tutelle de l'Assomption, puis dans la congrégation de l'Assomption. Hein. Et, euh, et il me semble qu'une vision un peu fausse du leadership partagé, ça serait de penser que ma responsabilité, je la partage avec d'autres. Hein, non, ma responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est un peu dans ce sens hier, au risque de paraître un peu fermé, que je rappelais qu'à un moment, celui qui prend la décision, c'est quand même celui qui a l'autorité de tutelle. Quoi, hein. C'est pas, on va pas dire, on va faire un vote et à majorité absolue, la décision qui passe, c'est celle-là. Il y a une responsabilité qui est de l'ordre de la décision. Par contre, le leadership partagé, ça va être de permettre à chacun d'exercer pleinement son leadership dans la mission qu'il a reçue. Parce que le leadership de chacun, dans la mission qu'il a reçue, participe au leadership global et au réseau et au projet global. Donc, c'est au fond comment je vais donner par la formation à ces points-là et par le partage, l'expérience de ces points-là abordés hier matin, comment je vais permettre à chacun de discerner, de décider et d'agir en cohérence avec ce projet-là. Vous voyez que c'est un tout petit peu différent et on va y revenir beaucoup dans les postures de la pédagogie du désir. Une fois que les personnes partagent les valeurs, alors va se vivre ce qu'on a dit hier matin, c'est-à-dire que peut-être que certaines vont faire des choix qui ne sont pas tout à fait ce que j'aurais choisi. Je vais autoriser des continuateurs. Mais à condition que les continuateurs que j'autorise soient bien des continuateurs, c'est-à-dire qu'ils aient eu les moyens de s'approprier la nature, l'essence du projet. Et là, peut-être qu'à un moment, oui, je vais être déstabilisée, je vais être étonnée par des décisions, je vais pouvoir interroger, bien sûr, m'assurer qu'elles soient bien dans le... Si vraiment elles me surprennent, je peux poser les questions qui s'imposent, mais en tout cas, je vais autoriser la créativité. On reviendra sur la posture de la pédagogie du désir à partir de là. Alors, je voulais rappeler ça parce que vous voyez bien que si je n'ai pas dit ça, ça ne sert à rien de parler de formation parce que j'entrerai dans un discours sur la formation tout à fait habituel et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on le disait hier, il y a une forme de formation qui est de cet ordre-là, hein, un peu de lumière qui passe à travers les nuages et qui fait voir la réalité différente. Ou alors, une formation qui est de cet ordre-là, hein, c'est Françoise Mogg qui développe l'image de l'infusion du thé dans son livre À quoi sert l'enseignement catholique, là, pour la pastorale. C'est-à-dire que par diffusion, hein, quand on va vivre ensemble des choses, quelque chose de l'esprit va se diffuser et l'ensemble si on reprend l'image de la pâte d'hier matin, l'ensemble de la pâte va prendre le goût commun, etc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la formation dès qu'on vit quelque chose ensemble, par infusion, par osmose. Et donc, je réinsiste sur ce qu'on a dit hier, hein, et qui est vraiment pour moi une question fondamentale. C'est sûr que la question, c'est qu'est-ce qu'on vit avec notre réseau ? Il y a une question qui est une question très professionnelle et très technique, comment est-ce qu'on exerce la tutelle ? Ça, c'est une chose. Hein, mais c'est aussi qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je vis avec mon réseau ? Et sans avoir trop peur, parce qu'après, souvent, il y a parfois des questions d'ingérence. On dit, mais le délégué de tutelle, il n'a pas besoin de se promener dans un établissement, etc. Si, il a besoin à un moment de sentir la vie de l'établissement. Et donc, à quel moment je partage des choses d'un établissement ou du réseau ? Parce que, de ma part et de la part d'autres, la transmission du projet va se faire par infusion, et ça en fait partie. Et puis, il y a aussi cette idée que si je crois au charisme que je sers, si j'estime qu'il a une quelconque valeur pour la société et au nom de l'Évangile, je crois aussi que permettre aux personnes de se l'approprier, ça va leur permettre de faire le chemin de transformation de la chenille en papillon. C'est-à-dire que, souvenez-vous de cette vision du charisme d'hier qui était un souffle et pas un cadre. Au fond, ça veut dire que je suis convaincue que ce charisme et les postures qu'il implique, elles vont permettre aux personnes de donner toujours le meilleur d'elles-mêmes, de se déployer davantage.
Bon, si j'en suis pas convaincue, je dois dire, ça devient un peu compliqué d'être délégué de tutelle dans un réseau. Hein. En tout cas, si je n'ai pas envie de m'en convaincre. Peut-être qu'on en est de plus en plus convaincu à mesure qu'on découvre le charisme. Mais c'est quand même, il me semble qu'au préalable, il y a quand même une affinité qu'on doit sentir avec un charisme, et ça serait embêtant de n'en sentir aucune. Et donc, on pense que vraiment, les personnes vont pouvoir se développer. Dans cette optique-là, qui doit être formé? Qui est formé? La réponse est simple. En fait, tout le monde est formé. Tout le monde doit être formé. C'est-à-dire que tous les membres de la communauté éducative et du réseau que nous formons, à un moment ou à un autre, si je veux vraiment vivre ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire un certain partage du leadership, tous les membres, à un moment ou à un autre, doivent pouvoir bénéficier de cet accès, de cette appropriation au charisme. Je parlais hier des personnels, des membres des services d'entretien, mais par exemple, les membres des CA de GEC. Comment est-ce que je les considère? Est-ce que c'est seulement une caisse de décision économique, administrative, mais en même temps, si je suis logique avec ce que j'ai dit juste avant, ces décisions-là, elles doivent se prendre à la lumière d'un charisme aussi. Ça doit entrer dans les discernements des décisions. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. Soit je considère que le délégué de tutelle qui est là ou l'autorité de tutelle qui est présente, c'est la personne qui assure le cadre du charisme quand tout le monde l'oublie. Et que comme les gens ne le connaissent pas trop, et c'est elle qui toujours rappelle, ou lui qui toujours rappelle, soit je considère que chacun est responsable du charisme, et que donc je vais amener les gens à s'interroger en prenant le charisme comme un des éléments de discernement, et dans ces cas-là, il faut que je leur donne les moyens de le connaître, ce charisme. Donc, dans cette perspective-là, potentiellement, tous les membres de l'organisation sont appelés à être formés. De manière, on est bien d'accord, plus ou moins formelle, et je vais y revenir. Pour ne pas vous faire peur, je souligne tout de suite qu'à un certain moment, on peut avoir aussi des priorités. Ça va faire partie du plan de formation de la tutelle, justement, de se dire, si on part de pas grand-chose, on peut faire des étapes, on peut donner des priorités. Ou alors, on peut donner des priorités par année. Ou alors, on peut utiliser le type de choses dont parlait Christophe, qui existe aussi à l'Assomption, et je sais que ça existe ailleurs, chez les Salésiens et la Saliens, etc., et ailleurs, qui est de dire, on a des journées réseau, par exemple, ou des forums annuels, qui vont pouvoir brasser beaucoup plus de personnes qu'un acte de formation plus formel. Donc, il y a des moyens de toucher plus largement. Et puis surtout, parce que le corollaire, c'est ça, qui est formateur dans cette perspective-là? Tout le monde. Toujours dans cette perspective d'infusion. C'est-à-dire que si je forme bien mon président d'OGEC, peut-être que il va devenir formateur des membres du CA. Les adjoints en pastoral anciens vont pouvoir transmettre des choses aux adjoints en pastoral nouveaux, etc., etc. Et donc, chacun à son niveau, s'il est responsable du charisme, est aussi un agent possible de formation et de transformation. Et donc, la question, ça va être comment j'encourage au maximum les personnes qui ont une responsabilité à le faire vivre explicitement, ce charisme. Une question intéressante, par exemple, pour un chef d'établissement, c'est qu'est-ce qu'il raconte dans le discours de rentrée à ses enseignants? Est-ce qu'il fait seulement de l'information technique ou est-ce qu'il en profite pour faire un peu de formation au charisme? Que fait un professeur principal quand il rencontre les parents de sa classe? Est-ce qu'il fait seulement de l'information par rapport au milieu scolaire et à l'acte même
scolaire, ou est-ce qu'il en profite pour parler un peu des valeurs qui font vivre le projet de son établissement? Bon, je pourrais donner, vous voyez, autant d'exemples que de personnes sur le schéma. Et donc, la formation, elle vise au maximum à déployer ce genre de réflexe. Et dans cette compréhension-là, ça se fait par infusion, hein, ou par diffusion de la lumière, ou par le vin dans la pâte. Bon, on peut reprendre toutes les images d'hier et bien d'autres encore. Cependant, alors ça prend, oui, pardon, j'avais oublié ça, hein, ça va prendre des formes très différentes dans cette optique-là. Les événements, les congrès, les courriers, les revues, qu'est-ce qu'on met dans les newsletters, les conférences, les réunions, les dialogues personnalisés à certains moments, les élaborations de projets, les rencontres. Allez voir le site web de vos établissements, regardez ce qui a marqué. Hein. De temps en temps, quand j'interviens pour un réseau, je vais voir. Hein. Et parfois c'est enthousiasmant, d'autres fois c'est un peu affligeant. Hein. C'est-à-dire que parfois on se dit waouh, super projet, je sens le projet derrière, je vois les valeurs et je les saisis. Et puis d'autres fois on se dit bah dis donc, au fond j'espère que sur le terrain le projet est plus explicite qu'il n'est sur le site, parce que sur le site il n'y a rien. Et donc voilà, toutes ces choses-là hein, font partie de potentiels éléments de formation ou de rappel hein, de ce qui nous fait vivre. Cependant, il y a un acte de formation qui est plus explicite. Quand je vais parler de formation cette fois-ci plus formelle, à quoi elle va servir cette formation plus formelle? Elle va permettre de rendre explicite ce qui se partage implicitement. Et c'est très important parce que ce qui va permettre aux gens de prendre des décisions éclairées par le charisme, ce n'est pas l'implicite, c'est l'explicite. C'est ce qui va leur permettre d'exercer clairement leur volonté et leur liberté dans un choix. Quels que soient les choix, peuvent être des choix les plus basiques et les plus quotidiens possibles. Ça peut être même la tête que je fais quand j'arrive le matin à l'école. Et donc, plus je vais rendre explicites les valeurs et la manière dont elles peuvent se traduire concrètement, plus je vais permettre aux gens de vivre et d'agir selon le charisme, et plus je vais partager la responsabilité de sa mise en œuvre, en préparant les acteurs à un discernement et à des décisions dans la sphère de leur responsabilité. Parce que la diffusion, l'osmose, le violet qui se transmet par fréquentation, ça ne suffit pas pour rendre explicite des choix responsables. Et donc, la formation explicite, elle va bien permettre ça. Et dans ce sens-là, la formation, les formations vont ouvrir un chemin qui permet de traduire les valeurs en actes. C'est dans ce sens-là que je vous disais hier, évidemment, que si je forme, il faut quand même que je connaisse un minimum la personne, le métier de la personne que je suis en train de former. Hein, parce que sinon, je peux toujours lui dire c'est à toi de traduire en acte, mais il va falloir aussi que je l'aide hein, à discerner dans ce sens-là. Et donc, dans la formation, d'une certaine manière, se rejoignent d'un côté la visée de la tutelle, la vision de la tutelle, à partir de la réalité. Et donc, je reviens sur cette question de dire, mais un des travaux de la tutelle, un des travaux primordiaux de la tutelle, c'est d'être clair sur la vision qu'elle a pour son réseau. Et donc, on va faire se rejoindre cette visée, cette vision, avec les besoins de chacun dans sa mission. Mais ces besoins vont être colorés par la vision du projet. Exactement ce que je vous disais hier d'un prof principal. Dans notre réseau, des profs principaux, vous pouvez inscrire à la formation de profs principaux parce qu'ils avaient besoin techniquement de savoir, ils sentaient qu'ils
ne savaient pas trop comment se gérer une concertation, qui ne savaient pas trop comment accompagner les élèves dans un dialogue plus personnalisé, écouter, ils ne savaient pas trop comment rédiger des appréciations. Ils entraient par là, par le besoin technique. Mais coloré par la visée du projet, on avait un apport supplémentaire. Et c'est peut-être ça qui nous différencie d'un centre de formation lambda, j'allais dire. Même si aujourd'hui, en plus, je trouve que même les centres de formation autres dans le monde de l'entreprise, par exemple, articulent ces deux choses aussi. Hein. Mais en tout cas, chez nous, c'est indispensable. C'est-à-dire que la formation doit forcément prendre l'aspect technique et l'aspect charismatique et presque affectif, j'allais dire, hein, j'ose le dire. C'est-à-dire réveiller une forme de passion créative chez les personnes. Hein. J'y reviendrai dans la pédagogie du désir. Et donc, bien sûr, hein, ça va croiser aussi le projet, qui appelle les personnes à se dépasser, et les personnes avec ce qu'elles ont de meilleur à donner. Et c'est ça que je vais croiser dans un acte de formation. Alors, j'insiste sur cette idée que le projet appelle les personnes à se dépasser. Parce qu'en fait, je reviens toujours à l'idée du charisme, si je crois que le charisme peut enrichir, ça veut dire qu'il va me permettre parfois d'aller plus loin que ce que j'aurais cru. Ou de faire les choses différemment et ça va me déployer. Je peux, pour le rendre très concret, je préfère donner un exemple personnel parce que comme ça, je n'engage que moi et, et je ne donne pas d'autres, je ne juge personne. Mais moi, par exemple, je suis fille unique dans ma vie. Hein. Je suis fille unique, j'ai toujours très bien réussi, tout. Je suis entrée chez les registres d'Assomption, ça a marché, j'étais prof. Et donc, jusqu'à mes 35 ans, 40 ans, hein, 30 ans très exactement, j'étais assez personnelle dans ma manière de faire les choses. Parce que j'étais quelqu'un de performant, qui pouvait très bien faire les choses, et j'avais aucune raison de me mettre en question sur ça. D'ailleurs, personne ne me l'avait dit parce que ça marchait. Et puis un jour, j'ai été missionnée dans la tutelle. J'ai retravaillé le charisme sous cet angle-là et j'ai redécouvert l'aspect communautaire important à l'Assomption, qui était important depuis le début, hein, mais qui m'avait moins frappé. Et à travers cet aspect communautaire, l'aspect collégial. Et avec l'équipe de tutelle, on s'est vraiment mis en question sur la collégialité de notre travail et ça a été un vrai travail interne qui nous a transformés à chacun. Quand je me suis retrouvée archiviste, la première année, clairement, je me suis rendu compte qu'il me manquait une dimension de collégialité. Et que moi-même, j'étais moins déployée sans cette dimension, même si, encore une fois, je faisais tout très bien, il n'y avait aucun souci, mais il me manquait une dimension qui me permettait de me déployer davantage. Et donc, après 2-3 mois, j'ai dit à la supérieure générale, on va créer une équipe. Avec les moyens qu'on a, ce n'est pas des gens engagés à 100%, mais il faut une équipe. Et vous voyez, parce que je sens aujourd'hui que moi, sans équipe, je suis moins moi-même. Que l'équipe me mène plus loin que ce que je peux faire toute seule. Mais ça, je ne me serais pas laissée transformer par cet aspect-là du projet. Je ne m'en serais jamais rendu compte et je ne l'aurais jamais vécu. Donc, on va croiser ce projet qui appelle les personnes à se dépasser. Et au début, pour moi, c'était bien un dépassement parce que j'ai dû apprendre à travailler avec d'autres. Et en même temps, les personnes avec ce qu'elles ont meilleur à donner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au projet. Et ça, je reviens à ce qu'on disait hier sur le fait d'appeler, etc., hein, qui me semble primordial. Et dans ce sens-là, confère l'étape suivante tout à l'heure, on va croiser le désir et le besoin, qui sont deux choses différentes. Le désir va me permettre de donner sens, va me permettre d'impliquer toute ma personne.
Je ne vais pas définir ce qu'est le désir et le besoin parce qu'on va en parler longuement juste après. Et on va plier, je ne le commente pas non plus parce que je l'ai assez commenté, hein, l'inspiration, le charisme et l'agir, qu'on peut appeler le geste professionnel, c'est-à-dire le geste technique, hein, l'acte technique que je vais devoir poser si je vais être un bon adjoint de direction, un bon surveillant, un bon adjoint en pastoral, un bon professeur de mathématiques, un bon agent d'entretien, etc. Et ce qui va être intéressant, ça doit être de mettre en route une formation qui, à la fois, propose un message élaboré, c'est-à-dire que je vais être bien clair sur les valeurs partagées, et il va falloir que j'emploie une pédagogie, pour le coup, pour qu'elles soient partagées, ces valeurs, et en même temps, maintenir ce qu'on disait hier matin, c'est-à-dire qu'on est en recherche constante, et que moi-même, je n'ai pas encore tous les éléments. Et que donc, quelqu'un qui, a priori, en sait beaucoup moins que moi, va m'apprendre des choses potentiellement en lisant un texte, par exemple. Et alors moi, aujourd'hui, ça c'est très clair. Tout ce que je dis aujourd'hui sur le charisme de l'Assomption, et Dieu sait si j'en dis, hein, y a beaucoup de choses que j'ai reçues d'autres. Et parfois que j'ai reçues d'autres qui sont une jeune sœur en formation qui vient de Burkina Faso, qui est à l'Assomption depuis 3 ans, et qui, quand elle me fait une réflexion sur un texte de Marie-Eugénie, je me dis, ah mais mon sang, elle a raison. Mais ça, c'est une manière de dire, j'y avais pas pensé, tiens. Et pareil, quand j'étais dans la tutelle, hein, je me souviens d'une grande discussion chez nous, on parle d'éducation transformatrice, c'est toujours assez polémique, même si on est au clair sur le concept pour le coup, mais je me souviens d'une formation, hein, où il y avait je crois que c'était, je sais pas, un éducateur d'un établissement, hein, qui était archi contre le projet, donc il m'a saoulé pendant toute la session, hein, mais qui en même temps, à un moment, sur ce concept d'éducation transformatrice, a dit exactement ce qui me manquait pour l'expliquer. Et aujourd'hui, chaque fois que je l'explique, je pense à lui et je me dis, ben, heureusement qu'il était là, celui-là, parce que grâce à lui, qui a priori n'était pas vraiment du sérail et en plus ne voulait pas vraiment entrer dans le sérail, j'explique mieux ce qu'est l'éducation transformatrice aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est comment je vais laisser à chacun la possibilité de prendre sa part à la recherche. Ça veut dire que moi-même, je me présente comme étant en recherche. Ça veut dire que moi-même, je ne me présente pas comme ayant toutes les solutions. Alors, de là, avec je pense que mon propos, c'était de vous montrer pourquoi c'était important. Hein, je pense qu'avec ça, vous l'aurez compris. De là, peuvent se poser des questions. C'est-à-dire, dans mon réseau, où pourrait se discerner, se décider un plan de formation? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui nous sont indispensables, qu'on veut vraiment diffuser dans le réseau? Ou quel est le type de fonction qu'on veut privilégier parce qu'on pense que c'est des personnes leviers pour assurer la subsidiarité dont je parlais au début. Ou quelle est la dernière orientation de la congrégation qu'il nous faut mettre en œuvre, et donc ça va demander une mise à jour de tout le monde sur cette question-là. Alors la question, c'est où est-ce qu'on peut décider, discerner ce plan de formation? Vous voyez bien que la question, c'est pas, ça c'est la deuxième, hein. Pour l'instant, on n'est pas un réseau qui a un centre de formation ou pas. C'est où est-ce que ça se discerne et ça se décide. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a déjà un travail avec un centre de formation? C'est-à-dire, est-ce que je suis toujours dans la formation implicite, auquel cas vous avez bien compris les limites, hein, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet tel que je l'ai présenté. Et donc, il va bien falloir à un moment que je m'associe à un centre de formation ou que je travaille avec un centre de formation, du réseau ou pas du réseau. Et si ce n'est pas fait, comment ça pourrait se faire, à quelles conditions? Et alors là, bon, sur ce sujet-là, je pourrais parler des heures. Hein, je vais essayer de parler que 2 minutes, mais
je donne un point d'attention en disant, quand je dis un travail avec, c'est bien un travail avec. C'est-à-dire que je ne crois pas, ça c'est vraiment moi, ça n'engage que moi, mais pour le coup, c'est après 10 ans d'expérience, je pense que je peux m'engager. Je ne crois pas qu'une tutelle conréganiste puisse déléguer complètement la formation telle que je viens de la présenter à un centre de formation extérieur. Quand je dis déléguer complètement, je veux dire que si le centre de formation extérieur doit aider les gens à s'approprier les valeurs du réseau, il va bien falloir que quelqu'un du réseau travaille avec ce centre de formation extérieur. Soit dans une équipe, soit comme membre de l'équipe de formation qui va proposer la formation, soit pour réfléchir avec les formateurs et leur permettre d'intégrer des valeurs. Et vous voyez bien la limite, c'est-à-dire qu'un formateur extérieur, pour faire émerger des valeurs importantes et pour aider les personnes à les mettre en œuvre, l'infusion, elle est quand même difficile à faire dans ce sens-là. Et donc, c'est forcément une collaboration. Ce n'est pas une délégation totale, si c'est un centre de formation extérieur. Et c'est pour ça que je dis à quelles conditions, c'est-à-dire quelles ressources je vais pouvoir me fournir à ce centre, comment on va collaborer ensemble, à quel moment on va réfléchir ensemble, etc. etc. Et puis, évidemment, parce que sinon on serait dans un monde naïf, c'est comment on va prendre en compte l'aspect économique de la formation. Parce qu'une formation un peu formelle, elle a un coût. Elle a un coût à différents niveaux. C'est-à-dire, soit elle entre dans un centre de formation, et dans ces cas-là, il faut payer la formation, ça c'est le b.a.-ba. Auquel cas, qui paie la formation? Est-ce qu'il y a une péréquation du réseau pour les formations? Est-ce que dans l'établissement, comme tutelle, je veille à ce qu'il y ait un budget formation en plus des formations prises en charge? Parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on sait bien que les prises en charge Formiris et Opcalia ne vont pas suffire à payer toutes les formations qu'on veut faire dans ce sens-là. Et donc, il faut bien trouver un moyen à un moment. Ou alors, elles ont un coût humain, c'est-à-dire, si on part du principe, et ça arrive dans pas mal de réseaux, et parfois c'est un mixte, que des personnes du réseau, à certains moments, peuvent devenir formatrices, ce qui est le cas, mais ces personnes-là, pendant qu'elles sont en train d'animer une formation, elles ne sont pas dans leur établissement. Donc, ça a un coût de notre ordre. Le chef d'établissement doit bien s'engager à la libérer un jour ou deux. Donc, voilà, à un moment, ça a un coût pour quelqu'un, la formation, forcément. Et donc, les questions sont celles-là, concrètement. Mais vous voyez dans quel esprit, avec ce que j'ai dit précédemment. Et puis, toujours pour élargir, on peut identifier quels sont les espaces de formation déjà existants, qui ne sont pas forcément une collaboration explicite avec un centre, mais qui sont ce que je disais, une journée réseau, mes interventions quand je viens dans un CA, ce que fait le chef d'établissement avec les membres de son établissement, des groupes de travail, on parlait hier, des groupes de travail sur un thème précis qui vont permettre aux gens du coup de se réapproprier des valeurs, etc., etc. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est un peu ce qu'on a fait hier, c'est de prendre un temps par réseau pour aborder les 4 questions que j'ai proposées en fin de diaporama. Je vais vous les réafficher pour que vous puissiez les prendre. Par réseau, on peut peut-être prendre 20 minutes, ça vous va? Pour que chacun essaie de poser quelques éléments de réponse à ces questions. Et puis ensuite, on se retrouve et puis on aura un petit temps d'échange. Ça va? Très bien, Véronique. Alors, je me propose de constituer des groupes pour ceux qui sont seuls de leur réseau et vous souhaiteriez le dialoguer. Eh bien, vous me mettez comme hier, voilà, votre souhait dans la conversation de façon à ce que je puisse y répondre. Jean-Jacques, Oui, Guillaume, il peut être avec nous puisqu'on est du réseau Agi. très bien. Et d'accord, bien sûr. Donc, je le lui propose, il Marche. recevra une invitation, il y répondra s'il souhaite positivement répondre à ta suggestion. Voilà, tout simplement. Avec plaisir.
Donc, on se retrouve à 10h15. Un petit temps de réflexion personnelle et puis je fais la mise